J'ai proposé comme titre de mon intervention le titre d'un programme de recherche de Sorbonne Paris-Cité qui associe recherche en sciences humaines et en médecine, la personne en médecine, ni pour m'attacher à la médecine personnalisée, ni pour sous-entendre, parce que j'avais vu donc que la session s'intitulait le débordement technologique, ni pour sous-entendre que les innovations scientifiques et techniques rendent plus difficile ou empêchent une bonne prise en charge de la personne malade, bien que je sais qu'elles introduisent de nombreuses transformations de nos représentations du corps, de la santé, de la maladie et de la mort. Mais pour montrer, en fait, en prenant un peu le contre-pied du titre de la session, que la qualité de la prise en charge du malade et plus largement la fonction de soin de la médecine soulève ou relève de difficultés qui sont relativement invariables pour l'ensemble des professionnels de santé. 3 difficultés, donc quels que soient les dispositifs techniques, même si effectivement les questions d'anticipation, d'annonce, de médecine de prévention, de dépistage posent des questions nouvelles, je voudrais soulever donc des difficultés qui sont invariables. La difficulté à demeurer proche et attentif à l'expérience vécue de la maladie par le malade et aussi à l'expérience de la fréquentation de l'hôpital. La difficulté à répondre à des besoins relationnels qui sont eux-mêmes invariants dans l'expérience de la maladie. Et la difficulté à vivre, à maintenir le soin comme relation en étant conscient des risques qui lui sont inhérents. Donc c'est ces points-là que je vais développer. Je vais me concentrer sur les questions relatives à la personne du malade et je vais laisser de côté, bien que ce soit très important, la personne du soignant, la personne du médecin, par exemple la question de la formation et de la vie psychique du soignant qui rentrerait dans mon sujet, mais ce n'est pas ici le propos. Et je laisse aussi de côté, bien que ce soit extrêmement important, la question de l'expérience de l'entourage et des aidants, qui est une question absolument actuelle et également très importante. Alors, je vais d'abord repartir d'une thèse de Georges Canguilhem pour parler de la personne en médecine, qui nous a montré que la médecine reposait paradoxalement sur la mise entre parenthèses de la personne, sur la mise entre parenthèses de sa singularité biographique et de sa subjectivité psychique. Les causes de cette occultation résident dès la médecine hippocratique dans l'identité professionnelle du médecin qui devait et doit encore se distinguer du charlatan. Puis, les causes en résident dans la construction de la médecine comme science, qui, comme vous le savez, s'est accélérée depuis le XIXe siècle. Donc, on a ce paradoxe fondateur de l'identité professionnelle du médecin et de la pratique médicale en général, cette mise entre parenthèses de la personne. Canguilhem puis Foucault nous ont montré que depuis le XIXe, le malade est enjoint de parler le langage de la médecine, de la clinique. Il n'est plus singularisé, mais il fait partie, à titre divers, de populations, dont la population hospitalière notamment. Et puis, du fait de l'essor de la médecine préventive, d'abord de l'hygiénisme, et puis en général de la santé publique, sa demande n'est plus indispensable à l'intervention médicale. Pour soigner, il faut recoder la plainte dans le langage de la médecine, le langage clinique, et le malade intériorise ce langage et le parle. Il faut au médecin subsumer la particularité du cas sous la généralité d'une ou de plusieurs pathologies. Il faut réduire la personne à sa maladie et au protocole thérapeutique dont on espère qu'il sera adapté. Vous voyez, je ne critique même pas ce processus qui est inhérent à la médecine et dont je pense qu'il est absolument inutile dont je pense qu'il est inutile de s'y opposer. De la mise entre parenthèses de la personne malade à l'occultation de toute son individualité, y compris parfois à l'occultation de pans entiers de son histoire médicale, de sa vie sociale, à l'occultation de ses valeurs et préférences morales, politiques, à l'occultation de ses besoins et vulnérabilités propres, de genre par exemple,
il y a malheureusement un continuum. Et là, c'est à ce continuum-là, à cet envers de la médecine, qu'il faut s'attaquer, contre lequel, d'ailleurs, depuis les années 80, luttent soignants et soignés, mouvements associatifs et législateurs. L'hôpital se trouve bien entendu au cœur de toute cette construction historique de la médecine scientifique et populationnelle, et l'hôpital aussi en prolonge le mouvement profond par deux processus de standardisation et donc d'occultation de la personne, processus donc d'extension des recommandations de bonnes pratiques dont on souhaiterait qu'elles soient issues de l'évidence-based médecine, et puis processus managérial et comptable de standardisation des actes et dans une certaine mesure de standardisation des parcours et des patients eux-mêmes. Donc dans ce cadre, à la fois comme vous le voyez, il y a une grande profondeur historique et en même temps une contemporanéité, la question est celle de l'individualité. En 1978, Canguilhem s'interrogeait déjà, et je ferai que deux citations de Canguilhem, il s'interrogeait déjà, je le cite, sur la place que l'attention accordée par un médecin singulier à un malade singulier peut prétendre encore tenir dans un espace médical de plus en plus occupé par les équipements et règlements sanitaires et la multiplication programmée des machines à guérir. Il nous rappelait ce que l'éthique de la prudence aristotélicienne avait déjà posé, la médecine est une pratique de l'individuel. Soulager un individu qui est par définition unique et indécomposable, ça c'est le cœur de sa philosophie, requiert du ou des médecins qu'ils articulent et coordonnent leurs divers savoirs scientifiques, leurs divers gestes techniques, justement en fonction de cette individualité, de cette unité de l'homme. Deuxième et dernière citation, je me contrains à ne pas trop citer Canguilhem. Quelle que soit la complexité et l'artificialité de la médiation technique, scientifique, économique et sociale de la médecine contemporaine, quelle que soit la durée de la mise en suspens du dialogue entre médecins et malades, la résolution d'efficacité qui légitime la pratique médicale est fondée sur cette modalité de la vie qu'est l'individualité de l'homme. Donc, quelle que soit cette diffraction de l'organisme, de la personne, du patient, à travers toutes les médiations techniques, organisationnelles, économiques et sociales, et quelle que soit cette mise en suspens du dialogue pourtant fondateur entre le médecin et le malade, il va falloir quand même revenir à cette individualité à un moment ou à un autre. Cette pratique implique donc, et il le dit cette pratique médicale, implique donc de ne pas séparer les deux registres indispensables de l'activité du médecin, c'est ainsi qu'il le dit dans d'autres textes, la lutte contre la maladie et la prise en charge du malade. Alors évidemment, comme toujours dans les textes de Canguilhem, tout a l'air d'une si grande simplicité et même de pensée et d'application. Dire que la médecine consiste à la fois dans la lutte contre la maladie et la prise en charge du malade, ça paraît une évidence, mais en fait, il s'agit de sans doute une des plus grandes difficultés de la pratique quotidienne. Si la lutte contre la maladie requiert cette mise entre parenthèses de la subjectivité du malade, sa singularité, son psychisme, sa prise en charge demande à rebours au médecin de mettre entre parenthèses l'objectivité de son savoir et, je cite encore, de changer d'attention et d'attitude. Changer d'attention et d'attitude. Canguilhem poursuit, le médecin doit répondre à la protestation d'existence que le patient lui adresse quand il se voit réduit à une vision prétendument objective de sa maladie et quand son angoisse et ses affects ne sont pas entendus. Je voudrais insister, j'y reviendrai sur ce terme de répondre, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations de la compréhension de l'expérience subjective du malade qui parfois manquent et qu'il convient, non pas dans une optique de bon sentiment ou de gentillesse de mettre en avant, mais qu'il faut tenir comme un effort qui fait partie de la relation de soins. Donc Canguilhem nous révèle donc, selon une expression d'une collègue philosophe, Catherine Drapery, une ambivalence profonde de la clinique qui est que s'articule la posture du clinicien
qui repose sur sa connaissance de l'organisme, des maladies et des traitements, et sur l'interprétation clinique de la parole du malade, d'une part, posture du clinicien, et de l'autre, sa position qui doit faire place à une rencontre avec le patient et viser à la compréhension de son expérience et du sens ou des sens, toujours évolutifs, multiples, parfois contradictoires et un peu chaotiques, qu'il va donner à son expérience. Mais ce que nous apprend aussi Canguilhem, c'est que l'écoute et l'interprétation clinique ne peuvent pas être dissociées. Donc cette écoute objectivante et cette interprétation objectivante ne peuvent pas être dissociées de la connaissance des normes de vie du malade, au risque d'erreurs diagnostiques et thérapeutiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un supplément éthique, ça fait partie de la clinique que d'apprendre à connaître la biographie, la manière de travailler, de se déplacer, de s'alimenter, de procréer, de vivre, de poser ses valeurs dans l'existence de la personne. La manière dont cette personne jouit ou souffre de ses normes de vie. Et aussi, ce qu'il nous apprend, c'est que cette connaissance des normes de vie du patient ne peut elle-même être dissociée de la compréhension de son expérience vécue en première personne. Et enfin, comme j'y insistais, cette compréhension ne peut pas être dissociée de sa manifestation, de son expression. Parce que c'est à partir de cette expression de la compréhension du patient qu'une relation de confiance, justement, dont on parlait tout à l'heure, peut s'établir. Sinon, sans cette expression, le malade se sent méprisé, voire nié comme sujet. Donc pour conclure sur ce point, la pratique médicale ne peut reposer que sur une ou des relations dans lesquelles les dispositifs techniques ont toujours besoin d'être enserrés et explicités, justement. C'est-à-dire, alors peut-être justement réinsérés dans des récits qui sont effectivement à la fois des récits propres à chaque patient, mais aussi, je crois, je suis assez sensible à ce que vous avez dit, à des récits qui rendent compte de l'histoire même des techniques, en fait, de pourquoi on fait tel examen, d'où est-ce qu'il provient, pourquoi on choisit cet examen plutôt que tel autre, pourquoi il s'inscrit dans cette spécialité médicale plutôt qu'une autre. Donc, des dispositifs techniques qui ont besoin d'être enserrés et explicités. Et où l'écoute de la personne malade est à la fois première et dernière, logiquement et chronologiquement première. Ces différentes formes d'écoute et d'interprétation incombent à tout médecin, c'est aussi ce que nous apprend Canguilhem, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être déléguées ou diffractées entre de multiples acteurs s'ils ne se coordonnent pas. De la même manière que tout à l'heure, on a vu que les savoirs scientifiques et les gestes techniques avaient besoin au sein d'un colloque singulier ou dans une équipe médicale qui ensuite va en rendre compte à un patient, ils ont besoin d'être resitués dans l'histoire du patient et dans une synthèse et dans une explicitation faite à ce patient. De la même manière, les différentes formes d'écoute cliniques, normatives, compréhensives du patient ne peuvent pas être délégués à tel professionnel, à tel psychologue, à telle assistante sociale. Ils incombent à chacun des professionnels de santé qui vont entrer en relation avec le patient, sans doute à divers degrés et avec diverses formes de profondeur, d'approfondissement. Mais il n'y a pas des spécialistes de l'écoute du malade. Un autre risque, enfin, est de réduire la compréhension à la connaissance, de subsumer de nouveau l'individualité sous la généralité d'une catégorie nosologique, par exemple une catégorie comportementale, sociale, culturaliste, religieuse. Ce risque-là, c'est le risque qui est inhérent à la médecine, c'est toujours ce risque de perdre de vue la singularité pour la renoyer dans des généralités, et éventuellement ces généralités vont ensuite pouvoir donner lieu à des catégorisations, voire des effets de stigmatisation. Donc, ce que Canguilhem nous donne comme élément,
C'est des éléments pour penser le caractère indissociable de ce qu'on appelle aujourd'hui le cure et le care, la réparation et l'accompagnement. Pour reprendre les termes de Worms, ce sont les deux polarités d'une même activité de soins. Ce ne sont pas, encore une fois, deux registres séparables. Ce qui justifie la nécessité d'enseigner dans la formation médicale les sciences humaines et sociales, histoire, anthropologie, sociologie, mais aussi éthique, pour apprendre à connaître les normes de vie du patient et justement se défaire des préjugés sociaux, moraux, comportementaux, culturalistes que j'évoquais tout à l'heure. Et la nécessité aussi, pour comprendre l'expérience des malades, d'enseigner la philosophie, la psychologie, qui peuvent aussi s'appuyer sur la littérature, le cinéma documentaire ou de fiction, la bande dessinée, puisqu'il y a aujourd'hui toute une prolifération de comics sur le vécu de la maladie, le vécu de la médicalisation, etc. Et c'est ce qu'on fait par exemple à Paris Diderot, enseigner l'éthique du soin à partir du cinéma, et c'est aussi ce qu'on propose là dans une opération qui s'appelle l'opération Barberousse, de plusieurs projections débats de films qui parlent de l'expérience vécue, par exemple de l'attente du diagnostic avec Cléo de 5 à 7, de la psychiatrie à la croisée de la prison dans Titi Code Folies de Frédéric Weisman, ou du vécu du burn-out avec À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Dans une deuxième partie et dernière partie de mon propos, je voudrais m'arrêter sur justement cette compréhension de la souffrance dans la maladie que la fréquentation de l'hôpital vient à mon avis révéler, mais aussi parfois aggraver. Et je voudrais le faire cette fois avec l'aide de Ricoeur. Précisément pour vous montrer justement les besoins relationnels que j'évoquais tout à l'heure, les besoins relationnels invariants et les risques éthiques de la relation de soins. L'expérience de la souffrance nous a enseigné Ricoeur, notamment dans un petit texte qui s'appelle « La souffrance n'est pas la douleur » et qui a été republié récemment dans la collection Questions de soins au PUF. Il résume en disant que la souffrance se déploie sur deux axes, un axe moi-autrui, soi-autrui, et un axe agir-pâtir. Sur le premier axe, soi-autrui, il dit « Souffrir est d'abord, je le cite, le sentiment d'exister à vif, une extrême sensibilité à soi, en particulier au corps, une conscience extrême de sa vulnérabilité, de sa finitude. Le moi est absorbé par la souffrance, incapable de se donner un objet de pensée, quel qu'il soit. Le monde devient inhabitable, mais aussi dépeuplé, sans autrui. Cependant, ce soi qui est enfermé en lui-même est aussi paradoxalement séparé de lui-même, exproprié de son corps et de ses capacités, de ses habitudes, de son sentiment d'identité, de ses désirs et de ses projets. De fait, il est également exclu dans la souffrance, quelle qu'elle soit. Là, son propos est extrêmement général. C'est la souffrance liée à la douleur, la souffrance liée à l'annonce de la mort annoncée, de la mort proche, la souffrance de l'abandon, du deuil, de la rupture. Donc le moi qui souffre est également exclu du monde et des liens de la vie ordinaire, et en particulier le moi, le sujet malade, est invisibilisé à différents degrés, par exemple absent au travail, défaillant dans sa vie conjugale, familiale, sociale. Donc l'expérience de la souffrance, par exemple dans la maladie chronique ou la maladie grave, est aussi, et là je reprends un terme de Simone Weil, d'échéance sociale, déracinement de sa propre vie. Une des raisons en est, et là je reprends la lecture de Ricoeur, une des raisons en est que le souffrir se définit par sa difficulté à se dire et à se raconter. Encore une fois, le souffrir en général. Parce que la souffrance est d'abord vécue comme unique, souvent incommensurable, parce qu'elle expose le sujet à la honte, à la culpabilité, et du côté des autres, à leur incompréhension, à leur rejet, pour tout un tas de raisons, par peur de la contagion, par exemple, ou par stigmatisation, ou bien du côté de celui qui souffre parce que la discrétion permet de ménager les habitudes ou l'avenir. Un apport de Ricoeur est de nous montrer qu'il fait partie donc du souffrir d'être inénarrable,
de produire, je le cite, des histoires de vie difficiles à enchevêtrer dans l'histoire des autres. Et on le sait, la plainte, a fortiori la demande d'aide, demande l'effort, parfois insurmontable, de se relier à autrui, de se confier à autrui, de se livrer à autrui. Demander de l'aide, passer la porte de l'hôpital, consulter, c'est un effort. Et j'en termine avec Ricoeur, c'est aussi le souffrir, la dimension bien sûr de la puissance d'agir. Ce sont, je le cite, toutes les blessures qui affectent le pouvoir dire, j'en ai parlé, le pouvoir faire, le pouvoir se raconter, le pouvoir de s'estimer soi-même comme agent moral. En particulier, la perte de l'estime de soi peut conduire au sentiment d'être abandonné, maltraité, voire victime des autres. Et les aidants le savent bien, ça a été beaucoup relaté là dans les derniers débats sur les aidants. Les aidants le savent bien, connaissent ces sentiments et ces réactions particulièrement difficiles envers l'entourage, la famille et les professionnels de santé de ceux qui souffrent. La colère, le ressentiment, qui est injuste bien entendu, mais qui fait partie de l'expérience du souffrir. Et donc pour finir, ce que je souhaite souligner, c'est qu'en deçà des médiations techniques, en deçà des médiations et des innovations techniques, la fréquentation de l'hôpital avive cette expérience, d'abord avive avant de la soulager, cette expérience du souffrir. L'hospitalisation n'est-elle pas souvent vécue dans un espace qui enferme, qui invisibilise et qui retranche de la vie sociale, alors qu'une des finalités majeures du soin, c'est au contraire l'inclusion sociale. C'est de nous restituer notre place en nous-mêmes et au milieu des autres. Donc c'est d'exécuter le mouvement inverse d'expropriation, d'expulsion de soi et de la vie sociale, qui est celui de la souffrance. Il faut aussi souligner l'articulation difficile entre les temps de la maladie et les temps de l'hôpital. On n'insistera jamais assez sur les expériences contrastées et douloureuses de la temporalité dans la maladie, en particulier la maladie chronique, remémoration de la santé perdue, attente d'une consultation, d'un examen, de son interprétation, d'un rendez-vous, d'un autre avis, c'est la multiplication des attentes, anticipation et inquiétude du diagnostic, de la décision médicale, de la vie d'après, imprévu et réorganisation permanente de la vie en fonction des symptômes ou des traitements, décalage, au sens propre du décalage horaire, déphasage, voire exclusion des temps de la vie sociale, les horaires de la vie quotidienne, les week-ends, les jours fériés, les fêtes de famille. L'hôpital, lui, suit un autre rythme, où les tâches et les actes sont séquencés. Les professionnels cherchent à en faire émerger des résultats, des pistes d'action à court ou à moyen terme. Et l'annonce ou la décision médicale, y tombe dans des instants souvent très courts, de bascule et de rupture totale qui demandent ensuite de retravailler, de reprendre une continuité et une histoire personnelle. Dans ce registre du temps aussi, n'oublions pas que la plainte est le récit répété de son histoire à des acteurs divers, parfois ignorants ou loin de la pathologie ou de la problématique du patient, augmente l'usure psychique de la personne. À cette exposition de soi vient s'ajouter l'exposition du corps. Dès lors, au besoin de l'intime, tel que l'a récemment défini François Julien, comme une relation qui préserve la liberté du dire et l'égalité des interlocuteurs, risque de se substituer la violence de l'impudeur. Enfin, et je termine sur cette manière dont l'hospitalisation avive le souffrir. Le souffrir, et là je cite Ricoeur, est expérience d'être au pouvoir de, à la merci de, livré à l'autre. La fréquentation de l'hôpital matérialise aussi d'abord cette dépendance, avive les sentiments d'abandon, de soumission, de victimisation, mais aussi, bien entendu, à contrario, de gratitude. La psychanalyse nous a appris combien la plainte recèle aussi une demande d'amour qui l'excède et qui se manie difficilement dans les relations de transfert. Enfin, alors que celui qui souffre est arrivé à une certaine passivité, l'esprit médical, lui, est tourné vers l'action. La science médicale est tournée vers l'action, explorée, diagnostiquée, n'a de fin et de sens pour le praticien qu'en vue de l'action, de traitement ou de soins. Donc l'expérience et les relations à l'hôpital peuvent être vues comme une mise en scène
permanente, parfois dans des petits détails au sens où les a étudiés Erving Goffman, une mise en scène du problème central de la relation de soins, la recherche d'un équilibre adapté à chaque patient et même à chaque moment de la maladie, entre paternalisme et autonomie, d'un partenariat malgré la symétrie irréductible de la relation. Bref, à chaque moment se rejoue la recherche d'un empowerment, d'un rétablissement de la puissance d'agir sur sa propre vie. Alors pour conclure, tout cela nous conduit à une éthique de la relation qui incombe à tous les professionnels de l'hôpital, à mon avis, et pas seulement aux médecins ni même aux soignants. La souffrance appelle, selon l'expression de Ricoeur, qui montre la nécessaire médiation et la nécessaire sollicitude pour rompre le huis clos que j'ai décrit entre le sujet et sa souffrance. Le soin se définira alors comme attention à la personne, y compris dans sa voix, ses gestes, son visage, compréhension de sa situation, accueil de sa parole avant même l'accueil d'un récit qui referait l'unité de sa maladie ou de son histoire, expression de l'assurance d'un engagement, de l'assurance que la relation sera maintenue quels que soient les imprévus et les aléas, et enfin, tact et délicatesse qui consiste à s'adapter à la singularité du moment et de l'autre, la parcimonie, c'est-à-dire l'économie des mots, la recherche de la mesure entre l'évitement et le trop-plein de supputations ou d'informations, et la curiosité pour les formes de vie par nature inconnues et toujours un peu étranges des patients que l'on rencontre. Mais bien entendu, ce soin, mouvement d'inclusion des malades dans la communauté sociale, n'est pas un effort individuel au sein d'une relation intersubjective. Il demande que soient réunies les conditions économiques, organisationnelles et psychiques du travail de soins, bref, que nous nous engagions collectivement à prendre soin de nos professionnels et en particulier de nos soignants. Je vous remercie.